Je me demandais si Dieu voyait vraiment ce qui se passait sur terre, pourquoi Dieu ne pouvait-il pas descendre de temps en temps punir ce genre de personnes. Papa policier lui a retiré les yeux et les a mis dans une petite boîte. La femme avait disparu, le serpent était en mouvement juste près du corps. Il a nettoyé sa main sur un tissu rouge dans son temple, puis, est ressorti s'asseoir dans son salon comme si de rien n'était. Tata Gelai avait un peu trouvé la tranquillité dans son esprit. Peut-être à cause de la compagnie de ses exorcistes. Mais Gelai, dis-moi, l'autre est arrivé au moins. Qui? On a rencontré un homme ce matin qui disait te connaître, il disait qu'il avait été poursuivi toute la nuit. Qu'il est le collègue de votre pasteur. Voilà, le collègue de ton pasteur. Ce village. Mais, je n'ai vu personne moi. Pourtant tonton m'a dit qu'il le déposerait en passant. Quel tonton? L'ancien combattant là, si c'est qui encore là. Tonton Type. Voilà, oui, celui qu'on appelait papa policier là. Je n'ai vu personne. Mais pourtant il nous a dit qu'il le laisserait en passant. Homme, ce village seigneur, c'est sûr que celui-là est sûrement déjà mort à l'heure qu'il est. Ce monsieur était plutôt sympa, je ne crois qu'il puisse faire du mal, au pire même tuer quelqu'un. Croyez-moi mon père, ce village est capable de tout. Elle n'avait pas conclu ces paroles qu'ils étaient déjà à la maison. La foule, toujours autour du cadavre dans l'attente d'une solution. L'argent avec son pouvoir, le commissaire était déjà là, le chef du village avait briefé le commissaire et ses hommes sur la situation. Tata Gelai est arrivée et lui a serré la main. Mon commissaire, je suis déboussolé et désolé pour l'attente. Je comprends madame, il y a de quoi, mais soyez sans crainte, ce problème sera rapidement résolu. Vraiment merci beaucoup. Je vous en prie, et la victime a de la famille. Je ne sais vraiment pas, attendez, j'appelle sa collègue. Elle a fait signe de la main à la fameuse collègue qui est venue toute triste. Les deux exorcistes adossés sur la voiture, ils observaient la foule. La voici mon commissaire. Ok, alors mademoiselle, ce monsieur a une famille à votre connaissance. Oui mon commissaire. Vous savez comment on peut les contacter? Pas vraiment mon commissaire, ce serait mieux qu'on le ramène à la paroisse de Yaoundé, là sa famille sera rapidement alertée. Vous avez raison, on va garder le corps et demain nous viendrons vous prendre pour se rendre à Yaoundé. D'accord. Sarah était tellement inquiète pour le ventre de son fils qu'elle s'était forcée à faire la cuisine. C'est comment? Maman, j'ai faim. Ah mon enfant, toi-même tu vois que ça ne va pas. Va rapidement à la rivière et apporte un seau d'eau, je te fais à manger. D'accord maman. Il a rapidement pris le seau, il sautillait sur le trajet de la rivière qui traversait la cour des parents de Clara. Au loin, un foule avec des pelles, et juste à côté d'eux, une silhouette enrobée de drap blanc. Sandra allongée au sol en pleurs, l'idée lui était directement dans la tête. C'était sûrement Clara. Sans réfléchir, il a balancé le seau et s'est précipité vers la foule. Tomla connaissait la complicité qu'il y avait entre ces deux enfants, il s'est interposé devant Loïc et l'a saisi par le ventre en le soulevant plus haut, au point de ne plus toucher le sol. Tous les deux étaient en larmes. Tonton, c'est Clara. Oui, c'est Clara mon garçon. Ils étaient tous les deux à bout de force. La mère de Ronnie avait oublié le conflit qui régnait entre Sandra et elle l'a consolée, les larmes aux yeux, les mains autour du cou de Sandra. Sois forte. Mon bébé est parti, Sita, mon bébé. C'était incroyable, le malheur réunissait deux êtres qui se détestaient. Loïc n'avait même plus la force d'aller puiser de l'eau désormais libérée. Il a marché jusqu'au corps de Clara et s'est agenouillé juste près d'elle. Ça va aller mon garçon. Grand-mère souffrait encore des coups que Sandra lui avait infligés. Finalement maman n'était plus venue au champ. Elle s'occupait de grand-mère allongée sur son lit en bambou, à l'aide d'une vieille serviette odorante, une odeur corporelle de vieux. Maman tâtait les parties douloureuses qui se laissaient remarquer par les gestes de grand-mère. Les dents serrées à chaque toucher, maman modérait à chaque fois que les douleurs s'intensifiaient. Pour une fois papa a été conscient de nous protéger de la foule qu'il y avait chez les Tata Gelai. Il nous avait conduits à la maison avant d'y retourner, à notre tour, trop inquiète pour grand-mère, sans faire une seule seconde à la maison, nous y sommes allés. Grand-mère. Viens chérie, nous sommes dans la chambre. Nous étions toutes les deux là avec nos petites tailles. Bonsoir grand-mère. Bonsoir Mbo. Mbo chez nous. C'était une façon affectueuse chez les grand-mères d'appeler leurs petits-enfants. Grand-mère faisait vraiment de la peine. Elle faisait semblant de ne pas avoir mal juste pour ne pas nous inquiéter. Nous également on jouait le jeu. Vous étiez au champ.
Oui, grand-mère, on a trouvé quelqu'un mort. Hein, d'où tu sors ce genre de choses? Oui maman, il était couché comme ça. En démontrant allongé sur le lit en bambou de grand-mère. C'est sûrement vrai cette affaire. Tu as raison maman. Où est votre père? Il est venu nous laisser et est reparti chez les tatas July. July. Oui maman, il y a même les policiers là-bas. Vraiment Paul, ces gens qui passent le temps à nous insulter mais il ne veut jamais comprendre. Ma fille, nous sommes une famille, peu importe ce qui se passe, gardez la foi que tout ira bien un jour. Restez avec votre grand-mère, je reviens. Maman avait la mine serrée. Ce n'était pas trop dans ses habitudes de faire un scandale. La maison de Mira avait pourtant trouvé le calme avec la venue de sa première fille, vous vous souvenez. Celle-là même qui lui avait parlé lorsqu'elle s'était assise dans le cercueil. Le mari de Mira n'était désormais plus seul. Peut-être que cette fois, il devait modérer sur ses innombrables marathons. Il sortait fraîchement du champ. Après son retour chez Mahop, il est allé visiter ses pièges. La nuit chez Mahop avait plutôt forgé son esprit. La peur s'éloignait petit à petit. Papa, j'ai trouvé la maison avec une poussière qui n'a pas de nom. Regarde ton vieux père, avec quel dos je vais faire tout ça? Ah papa, tu exagères. Si maman revenait et trouvait la maison comme ça. Hop hop hop, arrête-moi ce genre de choses, ta mère revenir où? Mais, Pardon, j'ai assez couru comme ça. de quoi tu parles papa? Ta mère, le genre de traitement que j'ai eu ces derniers temps, Dieu m'en est témoin. Comment ça papa? Viens t'asseoir. L'attention apparut plutôt inquiétante pour sa fille qui le regardait avec inquiétude, la chaise près de lui. Tu es ma première fille et il y a des choses que tu dois savoir. Après l'enterrement de ta mère, Il est resté silencieux et a observé autour de lui. Astérisque depuis l'enterrement de ta mère, je vis le cauchemar dans ce village. Comment ça papa? Les gens te dérangent. On veut prendre notre terrain. Or laisse-moi parler, ta mère ne me laisse pas en paix, ta mère m'apparaît partout, je suis devenu un marathonien dans ce village. Même les petits-enfants se moquent de moi. Au début, j'avais appelé ton cousin qui est vers le carrefour là, celui qui fait les choses de l'église là. Celui qui est exorciste. Voilà, lui-même, il était venu ici dans la nuit. Et tiens-toi bien, cette nuit je l'avais passé chez lui parce que ta mère était invivable. Après ça tout allait bien jusque-là. Mais depuis quelques jours, je suis la coupe partout comme un mouton parce que ta mère ne veut pas me laisser en paix. Ça tombe bien que tu sois là pour que toi-même tu ailles sur la tombe de ta mère que voilà, lui demander ce qu'elle me reproche parce que moi j'en ai marre, tu comprends. J'en ai marre, si je meurs d'un arrêt cardiaque dans ce village. C'est en pointant la tombe de sa femme de son index. Voilà ta mère demande-lui ce que j'ai fait, je lui ai donné les enfants, un toit, un foyer légal, qu'est-ce qu'elle veut? M'amener avec elle, mon enfant je vous le dis et je te le dirai toujours, je ne connais pas la sorcellerie. Je ne sais pas penser en mal de quelqu'un, je n'envie personne, toi-même demande à ta mère ce que j'ai fait. Il pleurait à la limite. Sa fille avait honte à la place de sa mère. Je suis sûr que de là où Mira était, elle avait honte de ses actes. Le petit Loïc était déboussolé par la mort de sa petite chérie qu'il avait oublié où il allait, il était légèrement éloigné et pleurait à chaudes larmes. Mais est-ce qu'il savait que c'était cette dernière qui avait mordu sa mère? L'aurait-il pleuré s'il le savait? Tom, là dans l'inquiétude, a pris un peu d'eau dans la maison et a rempli son seau. Tiens mon garçon, je sais que Clara était ta meilleure amie mais il faut pas que tu vois ça, annonce la nouvelle à maman, elle viendra avec toi. Maman ne peut pas se déplacer, elle a été mordue par un serpent. Quand ça? Bon, dis-lui que je vais passer là-bas demain, d'accord. D'accord tonton. Loïc marchait les larmes aux yeux et un petit regard à chaque fois vers le corps de Clara. Beaucoup de corps étaient allongés dans le village, celui du faux pasteur venait d'être embarqué dans le pick-up de la police. Le regard de l'exorciste a rappelé un point essentiel à Tata July. Le collègue du faux pasteur. Aux dernières nouvelles, ils avaient voyagé avec papa policier. Mon commissaire, j'oubliais, il y a un autre problème. Oui, je vous écoute. Je suis venu avec 3 personnes, une est morte que voilà, cette demoiselle et un autre qui reste introuvable. Vous avez une idée de l'endroit où il peut être? Les exorcistes là-bas disent qu'ils l'ont retrouvé sur la route lorsqu'ils venaient avec un oncle du village. Celui-ci leur a dit qu'ils devaient le laisser ici mais rien. Où sont ces gens qui étaient avec lui? Tata July a fait signe aux exorcistes de venir. Ceux-ci se sont hâtés. Oui, c'est par rapport à celui que vous avez trouvé sur la route, le commissaire veut vous parler. Vous êtes que votre conducteur vous a dit qu'il devait le laisser ici? Oui commissaire,
Comme ma maison est avant celle d'ici, on s'est dit que c'était normal. Mon commissaire, je ne veux plus perdre un seul étranger dans ce. Vous connaissez la maison de ce dernier. Oui, il a une maison isolée là-bas. Ok, allons rendre visite à ce monsieur. C'était la guerre enclenchée. Qu'est-ce que ces hommes naturels pouvaient sur cet homme surnaturel? En tout cas, on ne sait qui est qui. C'était le début d'une autre sombre nuit, certainement diabolique. Il était 18 heures passé Tata Jolai dans sa voiture avec les deux exorcistes. Elle conduisait le convoi. Elle n'avait pas perdu le fil de aménagement de son village. Maman à son arrivée n'avait trouvé que la mère de Tata Jolai, la collègue du faux pasteur, son mari Paul qu'elle regardait arrogamment dans les yeux, les deux mains chacune sur une hanche. Pour une fois papa avait respecté maman en public, soit cause la foule, soit par volonté envers sa femme. Il est venu tout tranquillement comme un enfant qui avait fait une bêtise. Le regard enragé de maman le laissait aussi petit qu'une fourmi. Paul, on va te parler dans quelle langue? Tu as laissé tes enfants où? Mais elles sont à la maison. Avec qui? Tu abandonnes tes enfants seuls à la maison pour venir voir les trucs inutiles. Chérie, tu sais que c'est moi qui l'a trouvé donc. Donc tu attends la bière, n'est-ce pas? Ça va, allons alors allons. Cette conversation se passait devant les yeux de la mère de Tata Julie Maman et elles ne se parlaient plus depuis quelques années bien qu'elle les dévisageait. Maman a su garder son sang-froid et se contenter que de son mari. Ils ont repris la route pour la maison. Sur le trajet. Elles sont chez ta mère. Elles font quoi là-bas? Lara, ne me provoque pas. C'est quoi? C'est pas leur grand-mère. Je ne veux pas la sorcellerie sur mes enfants, va rapidement les prendre. C'est ta mère, hein? Et alors, regarde comment, les gens meurent n'importe comment, dans ce village. Ce n'est pas un débat. J'avance, dès que je m'arrive, je vois mes enfants venir. Sans rien ajouter, il s'est dirigé vers la maison laissant sa femme statique. Après une minute de marche. Sur sa véranda, une silhouette d'une femme assise sur la chaise. Rassurez-vous, ce n'était pas un fantôme. Papa avait reconnu sa petite sœur de loin, sourire au visage. Il a couru vers elle comme un gamin. Tous les deux en rire, ils se sont serrés dans les bras. Vous vous souvenez? Je vous avais dit que grand-mère avait 3 enfants, donc une fille. Ah Paul, tu prends alors du poing. Assez le manioc et le vin blanc, ne te laisse pas impressionner. Ah, Par contre toi ça n'a pas l'air d'aller. je te dis Paul, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai passé du temps à l'hôpital, on ne voyait rien. Après j'ai rencontré un bon guérisseur vers Mbalmayo. Incroyable. Je te dis que Paul homme, tu me vois même là, je ressemble déjà à quelqu'un homme, avant. J'étais un squelette. Il dit que c'est quoi? On dit que c'est un sorcellerie qui me mange à petit feu. J'ai demandé que qui fait ça, on m'a dit que ma mère, ma propre mère. Cette femme, c'est quelle sorcellerie ça? Je te dis mon frère, donc là où je suis là, je ne veux même pas la sentir. Je sais que Lara a amené mes enfants là-bas faire quoi? Pour qu'elle bloque comme elle l'a fait avec nous. Ne permets même plus qu'elles aillent là-bas. Je viens seulement chercher des provisions. Je repars le matin. Même ma trace, elle ne verra pas. Comme il reste un peu de temps pour les congés là, tu peux même aller avec elle parce que le genre de sorcellerie qu'il y a dans ce village. Ok, il n'y a pas de problème. Vraiment le village-ci, imagine-toi que ce matin on a trouvé un corps au champ. Papa s'est mis à lui narrer l'histoire pendant qu'on disait au revoir à grand-mère. Maman était tellement attentionnée envers grand-mère, même si ses propres enfants la voyaient comme un diable. Maman, on va demander la route. Et déjà ma fille. Oui maman, les enfants n'ont pas encore mangé, je n'ai rien laissé à la maison. D'accord. S'il te plaît, cours rapidement leur faire à manger. D'accord maman, je vais repasser tout à l'heure. On partait au regard attristé de grand-mère, le corps de Clara était sous terre. Il faut dire que plus personne ne s'inquiétait pour une prière aux défunts. C'est vrai que c'était une petite fille sorcière. Mais ce n'était qu'en sans doute pas une raison de l'enterrer comme un vulgaire chien. À y bien regarder, elle méritait peut-être. Car à son jeune âge, elle était capable de prendre des vies. Pourquoi pas prendre la sienne et la punir avec un enterrement digne d'un chien? Son corps dans le sol, les quelques villageois voisins avaient posé un matelas sur la tombe. C'était une façon chez nous de garder les os du défunt. La maison était presque calme. Sandra faisait des allers et retours derrière la maison avec sa belle-sœur Sita. Elle faisait à manger jusque-là, tout allait bien. Mais Sandra, dis-moi, Mahop a dit quoi? J'ai appris qu'il était ici.
Akas est un idiot, je suis même sûr qu'il était dans l'assise qui a tué ma fille. Pourtant on dit qu'il est efficace. Efficace de quoi là, en tout cas il a intérêt à rester chez lui. Sait que tu l'as bien chauffé. J'étais mal énervé. Tu peux t'imaginer que je perds ma seule fille et ce que Mahop trouve à me dire c'est que ma fille était une sorcière. Ah vraiment je n'imagine même pas. Je te jure que si j'avais une machette près de moi, c'est qu'il est allongé avec ma fille. Pendant qu'on débattait sur Mahop, il cherchait comment se protéger de la guerre qu'il avait déclenchée. La nuit allait être longue. Il avait un lieu de rituel un peu isolé derrière sa maison sur un arbuste près de son sanctuaire. Il avait ligoté une chèvre noire et un coq noir de plumes. Près de sa calebasse au centre du sanctuaire, il y avait une bouteille de vin blanc et une brique de vin rouge sur le sol des chaussées. Il a fait 7 fois la ronde de ses fétiches. Puis, a ouvert la bouteille de vin blanc qui s'est mis à verser sur des gris-gris ligotés avec des fils rouges sur ses fétiches. Le pas en va-et-vient il disait. Homme ancêtre de mes ancêtres, ancêtre des ancêtres de mes ancêtres, je vous demande main forte pour le combat qui va certainement commencer cette nuit. Je ne suis pas venu main vide, voici le vin blanc que vous avez laissé sur nos troncs. En versant le vin blanc sur les fétiches, il a refait 7 tours puis a pris la brique de vin rouge. Homme ancêtre de mes ancêtres, ancêtre des ancêtres de mes ancêtres, je vous demande main forte pour le combat qui va certainement commencer cette nuit. Je ne suis pas venu main vide, voici le vin des blancs que j'ajoute à votre table. Il a refait la même chose, puis, il a détaché le coq qu'il a déplumé le cou en jettant les plumes sur les fétiches. Protection ancestrale, venez à moi esprit parti de Como, nourrissez-vous de ce coq noir qui représente les traditions et protégez-moi contre toute attaque. Il a tenu le coq par la tête et s'est griffé le front avec son bécile, a pris une machette qu'il avait apportée avec lui et a tranché le cou du coq. Il a incliné le cou du coq qu'il tenait de toutes ses forces et laissé couler le sang sur les fétiches après aucun mouvement du coq. C'était au tour de la chèvre. Il l'a déposée au sol et a tranché son cou qu'il a également incliné vers les fétiches. Puis, l'a balancé sur le côté et a fait à nouveau 7 tours. Tout se passait au même moment. Sarah avait appris la triste nouvelle qu'il laissait sans voix son fils. Bien que c'était douloureux, elle ne pouvait même pas y aller même si elle le voulait. De toute façon, Clara était sous terre. Il était temps de s'occuper de son propre fils qui avait faim. Déjà que c'était difficile de lui faire un repas, ils avaient si pitié d'elle alors que c'était elle la responsable de leur malheur. La police était enfin chez papa policier, sa voiture était là. Tout était calme chez lui. On aurait dit personne n'y était. Tata Jolai a garé et est directement sortie du véhicule, en s'adressant au commissaire. Voilà sa voiture, je crois qu'il est là. Il s'appelle comment? NTEP, oui je crois. Ntep devant la cour, il s'est mis à marcher vers la porte suivi de ses hommes, Tata Jolai, les 2 exorcistes et un villageois qui s'était aventuré avec eux. Il a dégainé son arme, il s'est mis à cogner sur les bords de la porte. Monsieur Ntep, c'est la police, nous voulons vous parler. Ils avaient beau rester silencieux quelques secondes, aucune réponse venant de l'intérieur. Cette fois, le commissaire a directement frappé sur la porte elle-même avant même que son premier coup résonne sur la porte. Elle s'est ouverte d'elle-même et tous se sont effrayés. Déjà à moitié ouverte, on pouvait voir le long couloir noir. Le commissaire s'est retourné en donnant les ordres tactiques avec des gestes à ses hommes. Si la porte est ouverte, il doit être là, venez, avançons. Il ne doit pas être bien loin. Non, je ne peux même pas entrer là-bas. Cet homme a mauvaise réputation. Rien n'est plus rapide d'une balle dans la tête, madame. Allez-y sans moi. Les 2 exorcistes sont restés derrière. Celui du village était devant et l'autre juste derrière lui. Reste avec elle. C'est mieux. Astérisque d'Accordil a eu peur pour son ami et voulait le protéger. Le villageois également savait qui était papa policier. Il est resté à l'extérieur. Il voyait les 4 s'aventurer au cœur du danger sans lampe torche. Juste une boîte d'allumettes qu'un des agents du commissariat avait avec lui. C'était un fumeur. Personne n'avait prévu une telle descente. Ils étaient obligés de faire avec. Tous les 4 ils longeaient le couloir. Ils allumaient une bûchette d'allumettes à chaque 5 pas, accompagnées des paroles d'appel du commissaire. Monsieur, on veut juste discuter. Plus ils avançaient, plus ils ressentaient une énergie diabolique. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ils ressentaient le danger. Soudain, comme une assiette qui tombe, tous en chair de poule, la peur qu'ils voilaient dans le ventre se manifestait.
Dans la panique, la bûchette d'allumer s'est rapidement éteinte le temps de retirer une autre. Ils étaient dans le noir total. L'exorciste avait peur certainement parce qu'il n'était pas préparé. Dans le noir, un agent s'est retourné et a vu cette femme, d'une voix paniquée en se serrant vers eux. Allumez vite, il y a quelqu'un derrière nous. La panique avait pris le dessus dans les pensées. Beaucoup se demandaient déjà pourquoi ils sont entrés dans cette maison. L'exorciste avait compris que Mira n'était pas le seul danger imminent de ce village. Dans la panique, plus de solutions. Avancer ou retourner sur leurs pas. Il y avait exactement une femme au bout du couloir comme ils le disaient. Malgré leurs autorités armées, ils se sont tous réfugiés derrière l'exorciste sans donner l'impression d'avoir peur. Pourtant, la peur habitait aussi cet exorciste. Mais, il n'a pas voulu manifester sa peur, il s'est quand même débrouillé pour faire une mise en scène. Démon qui que tu sois, je t'ordonne de retourner d'où tu vis. Dans le noir absolu, il me voyait que cette fine silhouette en blanc devant eux que ça presse quelques alléluia. La femme a disparu et l'exorciste a fait un signe de croix. Chef, retournons. Retournez où? Nous sommes avec un homme de Dieu, il y a rien à craindre, c'est pas le moment de se décourager. L'exorciste a avoué sa panique de façon professionnelle. Il a raison, commissaire, c'est le début de la nuit et les démons deviennent très forts la nuit. Je ne suis pas préparé pour un combat spirituel. Mais mon père, il tient quelqu'un en otage, nous sommes là pour protéger la population, nous ne pouvons pas partir en laissant cette personne en danger. Le commissaire avait parlé qui pouvait contester. La marche a redémarré sous l'éclairage d'une bûchette d'allumettes. À l'extérieur, l'inquiétude s'intensifiait dans les corps. Tata Jelai qui faisait les allers-retours devant sa voiture, le regard quelquefois dans le ciel. Vous pensez qu'ils vont bien? Le collègue exorciste en a profité pour faire l'éloge de son collègue. Je suis sûr que oui, en tout cas sur le plan spirituel, je lui fais confiance, il maîtrise la chose, croyez-moi. Elle était assurée malgré l'assombrissement progressif du village. Chez Tata Jelai, sa mère était restée avec le corps du fameux faux pasteur et sa collègue. Dans la longue attente, la foule s'était dispersée en allongeant avant leur départ le corps du faux pasteur sur un canapé dans une chambre isolée de la maison. Sa collègue n'avait plus le moral. Elle était tout le temps en larmes. La mère de Tata Jelai s'est approchée d'elle, un gobelet rempli d'eau avec des débris de feuilles à l'intérieur. Tiens ma fille, bois ça te fera du bien. Nous le savons tous, un mélange d'herbes dans l'eau venant d'une vieille personne est très souvent guérisseur. Pouvait-elle faire confiance à cette vieille femme? Sans discuter, elle a saisi le gobelet des deux mains. Elle a observé le gobelet de l'intérieur, elle a humé. Ne hume pas ma fille, bois. En s'asseyant juste en face d'elle, elle s'est mise à boire, la dentition complètement serrée, elle a vidé le gobelet puis l'a posé sur la table avec force. Tu iras beaucoup mieux, crois-moi. Merci maman. Bien, je voudrais un peu qu'on discute ma fille. D'accord maman, je t'écoute. La mère de Tata Jelai s'est bien assise puis lui a dit. Tu cherches quoi derrière ma fille? Elle a été choquée par la question, elle s'est sentie embarrassée en faisant un semblant de sourire. Maman, nous l'accompagnons dans les prières. Ah mon enfant, tu me vois? Regarde-moi bien. Oui maman. Tu sais ce que je suis capable de faire. Vous cherchez quoi derrière ma fille? Bien que la mère de Tata Jelai devenait effrayante, elle ne pouvait pas imaginer où elle voulait vraiment en venir. Pour elle, c'était toujours cet instinct protecteur des parents qui avaient des enfants riches. Elle est restée ferme sur ses propos. Maman, nous sommes juste là pour la prière. La mère de Tata Jelai s'est levée et est partie. Elle a instantanément eu la chair de poule. C'était une dernière chance pour elle de lui dire la vérité sur eux. Le mari de Mira avait pour une fois passé un temps calme, un bon repas, une bonne douche, il écoutait sa radio dans sa chambre. Sa fille avait profité de la distraction de son père pour s'approcher de la tombe de sa mère. Elle était en pleurs, assise juste près de la tombe de sa mère, son bras gauche portait le reste de son corps, le cou incliné sur ce bras. Maman, c'est ta fille. Elle est d'abord restée silencieuse. Selon moi, Mira était là. Maman, j'ai besoin de toi. Regarde ta fille, 42 ans, je suis sans enfant maman. J'ai des diplômes sans emploi. Le mariage même, on ne veut pas de moi. Elle a fondu en larmes avant de reprendre la parole. Tu sais, on nous a toujours dit que c'est de ta faute si on n'arrive pas à évoluer, mais moi je ne crois pas qu'une mère puisse nuire à ses enfants.
Non maman, je refuse de croire que tu voulais mon mal, notre mal mes frères et moi. Elle s'est agenouillée au centre de la tombe de sa mère, le front sur le sol. Si c'est vrai que c'est toi, je te demande de nous libérer maman. Si j'avais fait quelque chose qui t'avait offensé pour subir cette malédiction, je te demande pardon maman à genoux. Un fantôme coulait des larmes. Cette jeune fille était le point faible de sa mère. Mira la regardait dans l'ombre. Elle ne pouvait même pas la voir. Son père est brusquement sorti. Tu fais quoi comme ça? Ta mère ne pourra rien pour toi, viens ma chérie. Papa, je veux un enfant. Viens, entrons, tu vas m'expliquer. Son père l'a saisi par le bras, ils sont entrés d'installer dans le salon. Il avait avec lui sa radio qu'il a directement éteinte pour s'allier à la tristesse de sa fille. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa, je ne voulais pas te le dire mais mon mari m'a mis dehors. Seigneur, il n'a pas osé, en plus il n'a même pas encore donné 25 F pour ta dot ici, j'espère qu'il ne t'a pas frappé. Il ne veut plus de moi papa, il dit que c'est comme si j'ai la poisse, sa famille dit que je suis stérile. Il m'a mis dehors papa, je ne sais plus quoi faire. Elle a posé les 2 mains sur la tête. Son père a tendu la main vers elle. Laisse chérie, ce n'était pas l'homme que Dieu a prévu pour toi. Papa, qui est ce que Dieu a alors prévu pour moi? Dis-moi, ça fait 3 relations les mêmes choses, je n'en peux plus papa. Il m'a dit en parabole qu'il a vu un féticheur et on a dit que je rentre me soigner dans mon village où on m'a attaché. Cela signifie quoi papa? Je n'en peux plus, j'ai vu les pasteurs, les prêtres, rien papa. La conversation était suspendue. Qui aurait voulu une vie sans famille? Sa mère était à l'origine de cette histoire. En tout cas chez Entep, le danger était imminent. Toujours à compte-bûchette, ils avançaient. Tous les policiers prêts à tirer même sur un moustique en mouvement. L'allumette s'est éteinte. La chronologie des choses avait changé, c'est-à-dire allumer une allumette après une autre. Tu fous quoi? Allume. Il y a plus d'allumettes, mon commissaire s'était cuit. Panique mentale générale. Le commissaire a fait preuve de grandeur. Restez calme, je crois qu'on doit revenir sur nos pas. Je vous avais dit cela tout à l'heure, ils étaient déjà dans le salon. Ils se sont tous retournés silencieusement vers le long couloir noir comme un bruit de passe-l'oreille attentive. Ils étaient à l'écoute d'un prochain pas. Ils étaient servis 2, 3, 4 pas. La panique et l'espoir à la fois. C'était certainement le suspect. Papa policier, aussi près que ça. Il fuyait certainement. C'était l'occasion ou jamais de la voir. Oui, puisqu'ils n'étaient pas sûrs qu'après leur départ ils le trouveront là le lendemain. Que faire? Le commissaire était la loi, alors même la sorcellerie ne pouvait pas l'empêcher de faire son devoir. Il y a quelques, allons voir le rideau, ce fameux rideau. Mon commissaire, c'est mieux de revenir demain, nous ne sommes pas. Un policier qui a peur, lâche. Sans plus écouter quelqu'un, il a ouvert le rideau. Il s'aventurait seul en enfer. Le pasteur et les agents prenaient l'ascenseur de délivrance. Ils revenaient sur leur pastache pas facile des 2 chemins, le moins risqué était à la merci de tous. Seuls les courageux affrontaient papa policier. Un commissaire était sur le point de lui tenir tête. Une course de vainqueurs dans le couloir de la mort, le commissaire pouvait les entendre courir. Même les hommes de Dieu ont peur. Monsieur NTEP, s'il vous plaît, j'aimerais juste vous parler. Notre tata préférée était à la maison. Comme nous, elle aidait maman à faire la cuisine, ma sœur et moi. On les observait la main à la joue, papa allongé tout nerveux sur le lit en bambou de la cuisine. Lara ne part plus jamais avec mes enfants chez Agathe. Pourquoi? C'est pas ta mère. C'est pas leur grand-mère. J'ai dit que je ne veux plus. C'est mes seuls enfants. D'ailleurs, elles iront demain avec ma sœur pour terminer les congés. Cette décision était la plus belle des nouvelles. C'était le chef de famille, donc c'était sans débat. Il faut parler à ton frère, c'est votre mère. Ma belle-sœur, cette femme n'est pas bien, crois-moi. Même si c'est même une sorcière, Mira était ici, elle démontrait même sa sorcellerie en journée, mais c'est lui-même qui est venu me dire ici que quand elle s'est assise dans le cercueil, sa fille ne l'a pas rejetée, elle s'est approchée d'elle, c'est ça qu'on appelle l'amour maternel. Et ça l'a menée où? De viens on reste en viens on reste. Sans enfant, sans emploi, sa mère l'a vidée de l'intérieur. C'est une coque ambulante, bientôt même elle va mourir. Dieu la bénira pour son amour, crois-moi, tout le monde n'a pas la chance là. En tout cas, faites comme vous voulez, mais ne dites pas que NGO Macon Lara n'avait pas prévenu. Nourriture toi cuit je donne à ma sorcière de belle-mère. Quelle nourriture? Paul. Tu es même malade dans ta tête, la Lara.
Elle a rationné ici. Tente de traverser ici voir. Je vais lui donner, c'est toi qui as rationné. Si ma sœur apporte quelque chose dans cette maison, c'est pour moi. Paul, ta mère n'a pas mangé depuis. La mère de qui? Elle ne s'est pas rassasiée à la sorcellerie. Elle n'aura rien ici. Il faut parler à ton frère, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que Tata pouvait dire? C'était évident qu'elle était d'accord avec lui. À cette époque, je voulais tant être grande et aider grand-mère, mais hélas. L'exorciste et les autres avaient réussi à atteindre la porte de sortie au regard soulagé de Tata Jolai et les autres. Vous l'avez trouvé. Non madame. Mais où est le commissaire? Il est resté à l'intérieur. J'y crois, seul. Il a catégoriquement refusé de partir sans lui. L'exorciste a pris la parole. Cette maison est purement satanique. Je ne suis pas apte à combattre un démon sans préparation. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre sans lui. Madame, on ne peut pas partir sans le commissaire. Vous avez raison. On fait quoi maintenant? On va essayer de fouiller sa voiture. Les vitres ne sont pas toutes fermées. Bonne idée. 19 heures passaient déjà au village. Mahop après son rituel avait mis un pagne autour des rênes et s'était assis au milieu de sa cour, petit balai à la main, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Les silhouettes se dessinaient dans l'ombre. Mahop, tout souriant, il attendait certainement un faux pas des arrivants. Il s'est exclamé à haute voix. Venez, je vous attendais. Mais qui s'attaquait à lui alors que la grande sorcière était encore éveillée. La mère de Tata Jolai était assise sur son lit, légèrement courbée vers une calebasse qu'elle remuait avec un morceau de bois, le visage serré. Toute seule, elle murmurait à voix basse entre les dents. J'ajoute la guerre dans la famille Agathe, que ses enfants continuent de la détester, sa fille jamais guérie où qu'elle aille, les médecins disent, on ne voit rien. 0 foyer, ses enfants leur connaissance prennent vie dans ma fille, longue vie à Agathe pour plus de souffrance. Elle remuait, puis s'est mise droite pour prendre un autre ingrédient magique. Mira, oui, la sorcière Mira était devant elle, son corps presque décomposé, coton dans les narines, elle regardait la mère de Tata Jolai dans les yeux. Libère ma fille. C'était le début de la guerre des sorciers. En tout cas, ça ne plaisantait pas sur les deux visages. Ah Mira. Sinon quoi Mira? Écoute, ce que je veux c'est que ma fille soit libérée. Tu as toi-même scellé le sort de ta fille cette nuit avec nous, maintenant que tu es morte, que peux-tu faire contre nous? Elle va finir vieille sans enfant ni mari, je peux te le rassurer. On pouvait voir l'impuissance de la colère de Mira sur son visage. Elle a voulu toucher la mère de Tata Jolai, comme une barrière invisible qui l'empêchait de l'atteindre. Elle grimaçait devant le sourire moqueur de la maman de Tata Jolai. Dépourvue de honte, elle a disparu. Le cheveu? Oui, le cheveu. Cette confrérie avait pu s'approprier le cheveu de Mira avant son enterrement, contrairement à Clara qui a eu la grâce d'être épargnée avec l'intervention de Mahop. Papa policier était le traumatisme de cette personne sans le voir. Un seul homme faisait trembler cet autre sans même l'avoir vu. 10 minutes déjà, l'inquiétude s'accroîtrait de plus en plus. L'exorciste comprenait déjà à qui il avait affaire sans l'avoir vu. Après quelques minutes de réflexion, l'exorciste avait une solution. Jolai, l'idéal serait que mon collègue et moi allions prendre le matériel approprié pour un combat mystique. Actuellement nous sommes des proies faciles. Ok, et on laisse le commissaire. Non, comme tu es véhiculé, tu nous accompagnes, on fait rapidement un aller-retour. C'est pas une mauvaise idée, viens on en parle aux agents. Les agents avaient réussi à ouvrir la voiture de papa policier, entrée-sortie d'une portière à une autre. Ils ont été interrompus. S'il vous plaît. Oui madame. Je reviens, j'accompagne les prêtres prendre le nécessaire. Je ne serai pas longue, on revient directement. Mais madame, nous ne sommes pas d'ici, si. Il a été coupé par son collègue. Vous pouvez y aller madame. On attend Tata Jolai a hésité car elle était consciente qu'il n'était pas du village et les laisser seuls comme ça, c'était vraiment risqué. Ok, bah tout à l'heure alors. Pendant qu'elle marchait vers la voiture avec les exorcistes, les prises de tête commençaient entre policiers. Comment tu peux accepter qu'on reste seul ici? Tu es un homme en tenue, ce qui fait peur aux autres ne doit pas te faire peur. Donc les policiers ne peurent pas ou alors nous sommes des sacrifiés. Fouillons, plus vite on trouvera quelque chose, plus vite on quittera cet endroit. Sans plus rien dire, son collègue regardait les phares de la voiture de Tata Jolai longés au loin. Ça bouillonnait certainement à l'intérieur. Le commissaire, l'arme à feu tenue des deux mains, il marchait à pas de chat. Il avait arrêté d'appeler.
Au loin les bougies se sont soudainement allumées toutes seules. Il y a quelques. Monsieur, je vous conseille de sortir, nous pouvons vous suivre pour refus d'obtempérer. Toujours rien, mais il faut l'avouer, cet homme venait d'un autre monde ou alors on ne l'avait pas bien expliqué qui était papa policier. On était déjà à table, je veux dire, on mangeait déjà puisqu'il n'y avait pas de table, chacun son plat sur le sol, assis sur un petit banc. C'était le défilé des va-et-vient des cuillères dans nos bouches. La bonne cuisine de maman se faisait ressentir en silence, juste quelques bruits de mâchoires venant de papa. Maman nous avait enlevé cette façon de manger dès le bas âge. Tu es le porc Paul. À Lara, laisse. Moi manger c'est ta bouche. Tu nous mets mal à l'aise. Lara, tu n'aimes pas me voir en paix. J'ai fait quoi? On mange la bouche fermée. C'est toi qui dis que tes filles iront en mariage chez des grands hommes. C'est comme ça que tu vas manger chez tes beaux-fils. Peut-être c'est parce que je suis près de Toyle a porté son assise et est allé s'asseoir près de Léa. Maintenant reste en paix. Tiens maman. Il a coupé son poisson et m'en a mis un morceau puis un autre dans le plat de Léa. Là merci papa. Merci papa. Vous deux, votre mariage, si quelqu'un met son doigt, il va mourir. Alès là il a fait une pause. Ce qui retient Lara ici c'est sa bonne cuisine et ses enfants. Donc les choses là, elle fait comment? Lara est finie, quand je la démarre seulement un peu elle me commence qu'elle est fatiguée. Ah. Je vais lui chercher une bonne coépouse qui tourne bien les reins. Ah Paul ne me finit pas. Je te dis Nord, elle-même elle connaît maman était transparente dans leurs blagues de frères et sœurs. Elle s'est levée. Elle est sortie du salon suivie des rires moqueurs de son mari et sa belle-sœur. Sa priorité c'était grand-mère. Ma mère était une femme digne et accomplie. Son erreur était sûrement d'avoir épousé un ivrogne. Elle avait caché un peu de nourriture pour grand-mère. Elle a profité de la distraction pour apporter de la nourriture à grand-mère assiette dessus-dessous. Elle marchait vite tenant les assiettes sur les manches. Quelques minutes après, elle était chez grand-mère, sa porte était entr'ouverte. Elle est directement entrée. Grand-mère était couchée sur le côté, les pieds au sol dans ses vieilles babouches. Mais il faut dire que l'aspect de grand-mère donnait l'impression que c'était une sorcière. Elle somnolait. Maman a déposé la nourriture sur une chaise et s'est mise à réveiller grand-mère. Maman. Hé ma fille, c'est toi. Oui maman, assieds-toi, tu manges quelque chose. Sans débat, les os de grand-mère s'asseyaient au rythme de l'escargot. Maman ouvrit les assiettes pendant que grand-mère s'asseyait normalement, installée. Elle lui a donné une cuillère qu'elle a fermée de ses deux mains et s'est inclinée les yeux fermés, les deux mains tenant la cuillère entre les jambes. Puis, l'a trempée dans la sauce et l'a enfoncée avec lenteur entre ses quelques dents qui lui restaient. Maman l'observait manger. Ça va aller maman, je vais passer le matin te masser. Merci ma fille, merci pour tout ce que tu fais, il faut pas que tu dures ici Paul. Ne t'inquiète pas maman. Et mes enfants. Puis s'est mise à pleurer. Maman s'est directement approchée. Ne t'inquiète pas maman, le Seigneur lavera ton nom un jour. Maman était sa police d'assurance. Elle observait tranquillement grand-mère manger. Elle a servi un gobelet d'eau. Bois d'abord un peu. Elle a longé sa bouche et se faisait servir comme une petite fille. Une belle fille exemplaire que maman n'existait pas, généralement. Quand il y a une rumeur de sorcellerie sur des belles-mères, personne ne s'en rapproche. L'amour n'était pas seulement une qualité chez les femmes. Le mari de Mira savait aussi être un amour quand il le fallait. Sa fille couchait en larmes sur ses pieds, il la tapotait sur l'épaule en chantant des vieilles chansons bibliques. Ne t'inquiète pas chérie, il faut prier, tout ira mieux. Merci papa, j'ai sommeil, je vais me coucher. D'accord. Bonne nuit chérie. Elle a pris la route vers sa chambre. Sur le mur du salon, les photos de Mira sur les quatre coins des murs du salon, le sourire au visage regardant sa fille partir. Dans le soulagement d'avoir réconforté sa fille, son visage a croisé une photo de Mira. Vous connaissez ce genre de photo. On a toujours l'impression que la personne nous regarde même quand on se déplace. C'était ce que vivait le mari de Mira à cet instant. Il avait beau essayer de ne plus regarder, mais sa tête le renvoyait sur une photo. C'était pas le moment de faire une crise de manique. Le corps rempli de chair de poule, il s'est levé en prenant sa radio puis a pris la route de sa chambre. Les exorcistes avaient réussi à prendre le nécessaire selon eux, ils étaient sur le chemin de retour pour secourir les policiers. On s'arrête à la maison, je prends une bouteille d'eau. Au cas. À peine 2 minutes, elle y était.
Elle a garé et est sortie en laissant les exorcistes à l'intérieur. Déjà dans le salon, la collègue du faux pasteur s'étouffait avec son sang. Les deux mains sur le cou, elle balançait son corps de tous les côtés, le sang gisant de la bouche et des narines. Tata Jolai les mains sur la tête, elle avait peur de l'approcher. Jesus Marie, maman oh. Les exorcistes ont entendu l'appellation de détresse et sont rapidement sortis. Sa mère également, est arrivée toute innocente et s'est mise à pleurer. Mais qu'est-ce? Il y avait plus de questions à poser. Cette jeune fille sombrait dans la mortelle. 2 exorcistes sont directement allés à son secours, elle était incontrôlable. Elle ne tenait qu'à un fil de la vie. Il s'efforçait à la contrôler pour lui faire avaler de l'huile bénie. La mère de Tata Jolai souriait au coin, elle faisait encore du mal. Les agents avaient complètement retourné la voiture de papa policier. Sans rien d'utile à la main, ils avaient presque oublié le commissaire. Assis au sol, le regard vers l'entrée de la maison de papa policier, encore cette femme en blanc, ils se sont levés et marchaient pas en arrière, main dans la main. 20h30 seulement, mais la fille de Mira sombrait dans un sommeil profond. Elle n'a pas tardé à plonger dans un rêve. Mira avait le dos tourné dans le noir. Sa fille qui marchait dans l'ombre sans destination avait vu une silhouette de loin dans le rêve. C'était sûrement une issue de secours. Elle a couru jusqu'à la personne. Maman, va voir Mahop, il trouvera une solution pour toi, va-t'en et ne te retourne pas.